Là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Rebelles, dynamiques, fonceuses, déterminées, novatrices, rigoureuses, généreuses, passionnées. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. L'économie du Québec paralysée. On se devait de prendre action pour aider l'économie à rebondir de cette situation-là. Les coûts de cette paralysie totale sont énormes. Il faut se remettre en avril 2020. On a eu l'idée de créer un produit qui permette d'aider les entreprises à rouvrir dans un contexte où il fallait garantir une distanciation sociale puis une traçabilité finalement. Le bracelet, ce que ça fait, ça permet à mieux cibler les contacts et voir si quelqu'un a été infecté par la COVID-19, de l'isoler cette personne-là pour pas qu'il infecte le reste du monde dans cette grande entreprise. C'est sûr que toutes ces données-là sont privées. Nous, on ne sait pas c'est qui, Vidéotron ne sait pas c'est qui. Alors, c'est vraiment un outil qui va aider à mieux gérer la pandémie. Et surtout que les bureaux restent ouverts parce que quand les bureaux ferment, ça fait mal à tout le monde. On voulait que ce soit un produit qui soit conçu, fabriqué au Québec pour aider l'économie québécoise. Pour nous, dès le début, c'était très très clair qu'il fallait qu'on soit en co-création, en co-développement. Il y avait plusieurs startups qui pouvaient nous accélérer dans ce défi-là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de se parler ensemble pour valider est-ce qu'effectivement il pouvait y avoir une chimie qui pouvait se créer entre elles aussi. Et puis ça, c'était très important à nos yeux. Le rôle de Vidéotron là-dedans, c'était vraiment de faire le chef d'orchestre et la glue entre ces équipes. Et ça, c'est important, parce que si tu n'as pas de chef d'orchestre, tu ne peux pas réaliser ça. Ils ont streamliné pour nous l'accès à toutes les ressources qu'on avait besoin. Ce qui était important pour nous, c'était de faire en sorte qu'on prenne tous les risques. On ne voulait pas, en plus, mettre à terre des startups partenaires. Tout l'aspect financier, on l'a monté en prenant en charge tous les frais de développement qui étaient imposés. La manière dont ça a été fait, c'était vraiment très très simple. On s'était donné, en fait, initialement 8 semaines pour arriver avec un produit final. La réalité, c'est qu'on a sorti le produit commercialisable en moins de 12 semaines. L'aspect délai était très important, puisque c'est une solution qu'on a besoin maintenant, là, pendant 5 ans. Là. Donc il fallait vraiment qu'on sorte quelque chose rapidement. Si on n'avait pas eu Vidéotron, on n'aurait jamais pu faire ça. On a commencé avec ce prototype ici. En parallèle, on a réussi à passer à ça, le produit final. Ça a vraiment fait travailler du monde ensemble plus fort que jamais pour être capable de le réaliser. Oui, ça a été une opportunité relation d'affaires. Sous-jacent à ça, ça a été une aventure humaine en tant que telle. C'est vraiment une chose de développer des technologies, mais c'est une autre chose à les commercialiser, à faire que ça rentre dans les mains des usagers, que ça soit un succès commercial. Travailler avec des partenaires comme Vidéotron, les autres PME dans ce projet-là, ça nous a permis de rejoindre des clients potentiels qu'on ne pourrait pas nous-mêmes. Ce que j'ai retenu de la relation avec Vidéotron, c'est vraiment c'est du mentorat solide. Ça fait plus que 10 ans que je suis entrepreneur. Dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un gros joueur s'impliquer autant, venir au laboratoire, venir voir les développeurs, les designs, etc., pour faire sûr que le produit était un succès. Les grandes entreprises ici, je pense qu'elles ont un rôle à jouer vis-à-vis des futures grandes entreprises, parce que c'est des accélérateurs. J'aimerais lancer un appel aux grandes entreprises du Québec. Faites la même chose, et puis vous voyez qu'on est capable de faire des très très belles choses. Une des grandes conclusions, c'est que si on veut aller plus rapidement, puis si on veut sortir des choses plus créatives, c'est là où l'union fait vraiment la force. Bonjour à vous et bienvenue à cette édition 100% virtuelle d'Expo Entrepreneur, mais surtout bienvenue à notre séance EEMAX, représentativité et inclusion, le nouveau visage de la relance économique. Je m'appelle Mariana Pérez-Lévesque, je suis commissaire au développement économique à la Ville de Montréal
Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'animer cette séance qui, je l'espère, va nous faire réfléchir sur les liens entre diversité, innovation et créativité. Donc, pour débuter, un mot de M. Luc Rabouin, maire du plateau Mont-Royal, membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial et du design à la Ville de Montréal. Mesdames, Messieurs, pour une 4e année, Expo Entrepreneur réunit les forces vives de notre écosystème entrepreneurial et donne une impulsion à celles et ceux qui veulent se lancer en affaires. Je suis donc très heureux que, malgré la situation actuelle, des gens de partout au Québec puissent se réunir virtuellement, s'inspirer et faire avancer leurs projets d'entreprise. Pour la Ville de Montréal, cette grande mobilisation revêt une importance capitale. Elle permet de démystifier l'entrepreneuriat et elle permet d'offrir un accompagnement et des conseils précieux pour celles et ceux qui veulent créer leur entreprise. Je suis donc très heureux d'annoncer que la Ville de Montréal renouvelle cette année son financement de 500 000 $ pour le programme de soutien à l'innovation ouverte. Ce programme connaît un beau succès. Il permet de renforcer la collaboration entre une jeune entreprise ou une start-up et une organisation montréalaise déjà établie pour stimuler l'innovation. Ces innovations visent à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Elles peuvent être liées à la transition écologique, répondre à un enjeu urbain ou favoriser une économie plus verte. Ce programme a beaucoup à offrir. Déjà, 5 entreprises émergentes d'ici en profitent. En le renouvelant, on espère que d'autres entrepreneurs pourront en bénéficier et participer à la transformation durable de la métropole. Dans quelques instants, vous aurez la chance d'assister à une conférence et à un panel fort intéressant sur l'importance de miser sur la représentativité et l'inclusion en affaires. Parmi les mesures de soutien à l'entrepreneuriat et à la relance économique inclusive, nous sommes heureux de soutenir le groupe 3737 qui soutient la création de start-up et d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance sur le marché mondial, fondé et géré par des entrepreneurs issus de l'immigration et de la diversité au Québec. Les retombées prévues par le projet sont de créer au moins 500 emplois, dont 75 dans le quartier Saint-Michel. Plus que jamais, la diversité est un atout indéniable pour les entreprises. Elle constitue l'un des leviers les plus puissants pour innover et faire preuve de créativité. La pandémie actuelle est très difficile pour bon nombre d'entreprises, mais je suis confiant que notre économie rebondira dans un horizon pas si lointain. Entre-temps, à nous de saisir l'occasion pour planifier la relance et faire une plus grande place à la diversité. Celle-ci a toujours été l'une des grandes forces de Montréal. Plus que jamais, elle est un allié pour assurer une reprise économique réussie et inclusive. Je vous invite donc à assister à la prochaine conférence qui met en vedette le grand conférencier Pap Wad, cofondateur et CEO à Érudit, et les panélistes Sylvie Gazana, directrice régionale Femmes Essor, Bruno Vicaire, expert conseil, directeur national recrutement et recherche au Ticon Canada, Julie Obonsawin, présidente et fondatrice Kassiwi Media. Je vous souhaite une excellente conférence. Beaucoup, M. Rabouin. Merci beaucoup, M. Rabouin. En fait, je me permets de rebondir sur la mention que vous avez faite de l'un de nos partenaires, qui est le groupe 3737, parce que c'est justement à travers eux que j'ai eu l'occasion de rencontrer notre premier conférencier. Donc, Pap Wade, bonjour. Bienvenue à Expo Entrepreneur. Bonjour, Mariana. Enchanté. Bonjour. Donc, Pap, j'aimerais ça te présenter, en fait, dans un premier temps. Tu es cofondateur et CEO d'Érudit. Tu possèdes plusieurs années d'expérience en ressources humaines, tant au niveau national qu'international. Tu as mené plusieurs projets d'envergure en changement continu et en transformation organisationnelle. Et depuis 2019, tu es à la tête de Érudit. C'est une jeune entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour développer des solutions en ressources humaines. Et depuis sa création, l'entreprise a connu une croissance très intéressante. Et d'ailleurs, tu attribues le succès de l'entreprise, notamment à la diversité. Tu m'as même dit que ça fait partie de l'ADN de ton entreprise. Donc, j'aimerais ça que tu nous présentes dans un premier temps qui est Érudit, mais surtout, quelle place est-ce que tu laisses à la diversité au sein de l'entreprise? Merci, Mariana, certainement. Érudit, c'est une RH Tech. Donc, une RH Tech, c'est une compagnie qui combine le savoir et l'expertise RH avec la technologie, donc pour créer de la valeur. Donc, nous utilisons vraiment la technologie pour aider nos clients à créer davantage de valeur. On le sait souvent, qu'est-ce qui arrive au niveau des ressources humaines.
il y a beaucoup de processus administratifs, beaucoup de processus répétitifs qui créent énormément de pertes de temps et qui souvent sont un goulot d'étranglement qui fait que les ressources humaines perdent souvent leur ADN. Donc, leur ADN, c'est quoi? C'est d'aider chaque personne dans une organisation à atteindre son plein potentiel. Donc, nous, ce que nous venons faire, c'est de régler ce problème-là en intégrant l'intelligence artificielle dans ces processus-là d'aide à la décision pour propulser les RH et les repositionner donc, au niveau des organisations dans lesquelles elles œuvrent. Alors, pour répondre à ta question par rapport à la diversité, à l'inclusion, oui, assurément, pour nous, c'est au cœur de l'entreprise. Mais du fait déjà de notre histoire, donc on est 2 cofondateurs, moi-même et Amanda Arciero, donc qui est une fille extraordinaire avec qui j'ai cofondé l'entreprise. Donc dès le début, donc au niveau de la fondation de l'entreprise, donc pour nous c'était quelque chose un point important. Il était tellement important pour nous qui fait partie de nos valeurs. Donc la diversité, l'inclusion, pour nous, ça nous a aidé vraiment à aller chercher des talents extraordinaires qui aujourd'hui participent de façon constante donc à la création donc, de valeur donc, au sein de l'entreprise. Merci. Puis je pense que votre vision sur la diversité, elle est très claire. Ça fait partie de votre culture organisationnelle. Puis je pense qu'on réfléchit aujourd'hui de plus en plus à comment est-ce que toutes les formes de diversité peuvent non seulement exister, mais aussi comment est-ce qu'elles peuvent s'exprimer au sein de l'entreprise. Et ça c'est en lien avec le concept d'inclusion. Maintenant, j'aimerais voir, Pape, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours d'entrepreneur, mais surtout, comment est-ce que ce parcours-là a influencé ta vision sur la diversité aujourd'hui? Mon parcours d'entrepreneur a commencé très tôt, je te dirais, Mariana, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ça a toujours été comment je peux avoir de l'impact. Je dois avoir de l'impact vis-à-vis de moi-même d'abord, parce que mon père adoptif m'a toujours appris que si tu ne peux pas avoir du leadership sur toi-même, tu ne peux pas en avoir sur les autres. Donc, pour moi, c'était important donc de ce parcours-là d'entrepreneur, de le commencer par moi-même, donc au niveau des initiatives que je prends pour dessiner mon avenir. Donc, j'ai commencé assez tôt avec des amis, donc à l'école, par exemple, à prendre des initiatives pour régler des problèmes qui étaient dans l'école. Par exemple, dans la cour d'école, il manquait des bancs pour nous asseoir pendant la récréation. Bien, on a pris l'initiative de régler ce problème-là en faisant une collecte de fonds pour finalement faire plus qu'installer des bancs en béton dans l'entreprise. Et ce parcours entrepreneurial-là m'a suivi jusqu'à l'université où on a pu, grâce donc à une initiative que j'avais lancée, nous doter d'une salle d'informatique à l'époque pour pouvoir aider les étudiants qui n'avaient pas accès à des ordinateurs, mais de pouvoir au moins avoir accès à un outil informatique. Ce parcours-là entrepreneurial m'a suivi. Et puis, je dis souvent que l'immigration, c'est l'une des phases extraordinaires d'entrepreneuriat. Souvent, on quitte son pays, on quitte sa culture, on vient s'installer ailleurs, on redémarre à zéro. C'est clair que si tu n'as pas un plan, ça peut donc avoir des impacts qui peuvent être plus ou moins non désirés. J'ai toujours aussi agi comme intrapreneur dans les entreprises où j'ai également travaillé. Donc, ce parcours-là m'a toujours suivi de par mon éducation, de par mon cheminement. Merci. Tu as parlé d'impact social. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur immigrant, mais tu as développé l'entreprise ici. Est-ce que pour toi, la création d'emplois, c'est quelque chose qui est important? Ben pour moi, c'est plus qu'important. Moi, j'étais dans une position, dans une grande organisation ici à Montréal. J'étais très confortable dans cette position-là, avec des perspectives d'évolution assez importantes. J'étais directeur des ressources humaines ici à Montréal d'une grande entreprise. J'aurais pu en rester là, mais comme j'ai dit tout au début, tout à l'heure, mon parcours
a toujours été donc jalonné donc de comment je peux avoir un impact. Donc, quand le moment était venu pour moi de passer à une autre étape, ça a été comment je peux avoir encore plus d'impact et redonner au Québec, qui m'a énormément donné également, que je dis souvent que je ne me suis jamais senti autant en Afrique depuis que je suis au Québec, de par à part le climat naturellement, de par la chaleur des gens, de par l'accueil des gens, de par la facilité qu'ils ont à aller vers l'autre. Donc pour moi, c'était important également de me dire, mais comment je peux encore avoir de l'impact. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier parce qu'avec Amanda, on a commencé à deux, cette entreprise-là. Aujourd'hui, on est 12 employés dans l'entreprise. Et puis, d'ici au mois de juin, on va être 24 employés. Donc, on va doubler la taille de l'entreprise. Dans notre plan stratégique, d'ici à 2023, on va être à 38 employés donc, dans l'entreprise. Tout à l'heure, je parlais avec Bruno en off, puis je lui disais que j'avais vraiment envie de voir eux, qu'est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir davantage aussi voir comment on peut créer davantage de valeur à travers son organisation également, comment il peut nous aider. Super. J'aimerais ça d'ailleurs qu'on puisse parler sur cette création d'emplois-là, parce que tu nous as mentionné tantôt la diversité, ça fait partie de ta stratégie d'entreprise, mais elle se reflète également à travers les membres de notre équipe. Donc, je pense que ça serait important que tu nous présentes, en fait, quel est le rôle que jouent les membres de ton équipe et surtout, comment est-ce qu'ils créent de la valeur au sein de l'entreprise? Alors, pour nous, ça a été clair dès le début qu'on ne voulait pas... c'est une entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, de RH Tech. La majorité de nos gens, c'est des gens en technologie, c'est des gens en sciences des données, en intelligence artificielle, en développement logiciel. Et à chaque fois qu'on fait des embauches, ce qu'on leur dit, on ne cherche pas des développeurs. On ne cherche pas des spécialistes en intelligence artificielle. On ne cherche pas des gens en sciences des données. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont du talent, des gens qui vraiment adhèrent à nos valeurs, dont l'inclusion et la diversité, et des gens qui, à chaque fois qu'ils vont se lever le matin pour travailler avec nous, bien, vont être conscients qu'ils sont en train de participer donc à une aventure collective et à créer de la valeur. Donc, pour nous, ça, c'est un élément très, très, très important dans notre stratégie, par exemple, de recrutement. Donc, au sein de l'entreprise. Comment les gens créent de la valeur dans l'entreprise? Bien, ils savent, ils sont au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. À chaque code qu'ils vont avoir, une ligne de code, ils connaissent l'impact de cette ligne de code-là chez le client. Donc, ils sont au courant de la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années, où est-ce qu'on est présentement, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos projections, etc. Donc, ils savent vraiment c'est quoi leur contribution dans l'entreprise. Ils sont associés. Au niveau de la direction également, c'est une direction qui est très diverse, donc également. Le directeur de la technologie, il est d'origine allemande. Amanda, qui est d'origine québécoise. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Donc, au niveau de notre conseil aviseur également, on a une équipe très diversifiée, composée de femmes et d'hommes extraordinaires. Super. Merci. Puis d'ailleurs, je pense que ça l'explique bien aussi le lien qu'on a à faire entre création de valeur, diversité. Maintenant, pour aller en fait dans le plus concret, j'aimerais voir si tu as des exemples à nous partager où tu as pris des décisions d'affaires et qui ont largement été teintées par ta vision sur la diversité. Bien, je dirais la récente décision, grosse décision d'affaires qu'on a prise, c'est de ne pas faire entrer un investisseur dans l'entreprise, justement, qui pourtant avait un portefeuille assez bien garni, merci. Finalement, on a décidé de ne pas aller de l'avant parce que, justement, les valeurs ne fitaient pas avec celles de l'entreprise. Et je peux vous dire aujourd'hui, Mariana, qu'on est content d'avoir pris cette décision-là. Et puis, on n'a pas été gêné non plus parce que, comme je disais tout à l'heure,
l'heure, nos gens sont au courant de qu'est-ce qu'on fait, nos levées de fonds, etc., avec qui on parle, même si on n'entre pas dans les détails, mais ils sont au courant quand même. Pour nous, c'est important. On leur a dit que finalement, avec cet investisseur-là, on n'allait pas de l'avant et on leur a donné les raisons pour lesquelles on n'allait pas de l'avant. Et puis, je peux dire qu'on est très content de la décision qu'on a prise. On ne le regrette absolument pas. Fait que ça, c'est une grosse décision qu'on a prise il y a quelques mois. C'est un exemple, en fait, qui est très parlant et qui suscite la réflexion. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un secret. Les organisations qui sont les plus diversifiées sont aussi les plus performantes. Par contre, quand on va dans la vraie vie, c'est pas toujours évident pour l'entrepreneur qui démarre ou le futur entrepreneur de savoir par où commencer. Donc, Pape, est-ce que tu aurais quelques conseils, d'autant plus tu as œuvré plusieurs années en ressources humaines. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager quelques mots, en fait, sur comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour diversifier une entreprise aujourd'hui? Je dirais qu'à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand on est une entreprise qui démarre. C'est clair qu'il faut très rapidement, dans ses fondations, inclure tout ce qui est diversité et inclusion. C'est plus facile à ce moment-là, donc au niveau de la vision de l'équipe de direction. Pour les entreprises qui sont déjà installées ou qui ont déjà un parcours, je dirais, en 5 étapes. La première étape vient clairement d'une décision de la haute direction. Donc, sans cette volonté-là, sans cette décision-là, ça va juste être du saupoudrage qui ne donnera pas d'impact désiré. Donc, une fois que la haute direction a vraiment manifesté sa volonté, son désir de mettre en place cette démarche-là d'inclusion, de diversité, après, il faut clairement faire un audit de l'état de la situation. Qu'est-ce qui existe dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Comment on fait les choses aujourd'hui et comment on devrait le faire? À partir de cet audit-là, il faut dégager des plans d'action. Un plan d'action concret avec des moyens, avec des engagements pour pouvoir mettre en place cette politique-là de diversité et d'inclusion. Une fois qu'on a mis en place ce plan d'action-là, il faut le partager, être transparent avec tout le monde dans l'entreprise et inclure dans ce plan d'action-là tout ce qui est politique d'embauche, tout ce qui est communication interne. Puis une fois qu'on a mis en place ce plan d'action-là, après, il faut le dérouler le plan d'action avec un suivi serré et récurrent de la haute direction qui s'engage, comme je disais tout à l'heure, à mettre en place donc cette stratégie-là. Après, ça ne suffit pas. Il faut faire le point régulièrement. Il faut faire le point régulièrement pour voir où est-ce qu'on est rendu, est-ce que nos objectifs sont atteints, est-ce qu'ils ne sont pas atteints, comment on fait pour atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, comment on va s'améliorer dans ce cas-là. Et puis après, le mettre en œuvre aussi dans ses communications internes, dans ses communications externes également, pour peaufiner la marque employeur, pour faire en sorte qu'on va créer une vitrine qui va faire que les autres vont se dire « Ouais, j'ai envie d'aller travailler là », parce que la haute direction est représentative de l'inclusion et de la diversité. Donc, l'inclusion et la diversité, ce n'est pas du saupoudrage, ce n'est pas des déclarations d'intention, c'est des choses concrètes qui se mesurent et qui se voient aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste faire des déclarations d'intention. Fait que les gens, surtout les employés, sont exigeants sur ces choses-là et veulent du concret. Donc, clairement, pour moi, ce sont ces 5 étapes-là, Mariana, que je dirais que ça prend vraiment ça pour mettre en place une bonne stratégie d'inclusion des diversités. Tout à fait. Puis je pense qu'on entend de plus en plus souvent par les grandes organisations, par des entreprises, ce message-là, qu'il faut que la haute direction soit interpellée par les enjeux de diversité. Donc, c'est sûr qu'on s'adresse aujourd'hui possiblement à des futurs entrepreneurs. On sait que les entrepreneurs d'aujourd'hui seront les grandes entreprises de demain. Donc, j'aimerais ça que tu puisses partager quelques conseils. Tu as un super beau parcours d'entrepreneur. Conseils particulièrement pour les entrepreneurs qui, comme toi, sont issus de l'immigration. Je vais te le dire en 3 points. Le premier point, je vais partager une petite anecdote rapide. J'étais avec mon plus jeune qui vient d'avoir 10 ans. Moi, j'aime beaucoup jardiner. J'ai un rapport à la nature qui est très intime.
Et puis, ils m'aident souvent au mois de février, on sème les petites graines, etc. Pendant qu'on faisait l'activité dans le garage, il m'a posé la question, mais papa, où est-ce que tu es rendu dans Érudit, là? Je dis, ben écoute, fiston, il me dit, ben là, moi, j'aimerais ça que tu m'achètes ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Je dis, bon, je vais t'expliquer comment fonctionne l'entrepreneuriat. Je dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il me dit, ben, on est en train de semer des graines. Je dis, les graines, qu'est-ce qui va arriver avec? Ben, ça va faire des petites pousses. Après ça, quand le sol va dégeler, ben, on va commencer à le semer. Et puis après ça, tu vas arroser. On va arroser ensemble. On va enlever la mauvaise herbe. On va tout pratiquer ça. On va tout gérer ça. Et puis, bon, ben, plus tard, à la fin de l'été, ben, on va avoir des belles tomates, on va avoir des belles carottes, on va avoir des légumes extraordinaires. Je dis, ben, voici, c'est quoi exactement ça l'entrepreneuriat? Donc, il me dit, ah là, je comprends. Donc, premier conseil que je dirais aux gens, quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut vraiment être patient. C'est vraiment, je l'assimile à la théorie de l'agriculture. Donc, on ne peut pas tout avoir tout de suite maintenant. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est de leur dire, surtout aux entrepreneurs, et puis c'est valable pour tous les entrepreneurs et entrepreneurs, il faut s'ouvrir, il faut sortir de sa zone de confort, aller rencontrer les gens. Moi, je disais tout à l'heure en préambule que je ne me suis jamais senti en Afrique depuis que je suis au Québec. Pourquoi? Parce que les Québécois, et moi je me considère maintenant comme un Québécois, ils aiment vraiment aider. Ils aiment vraiment donner un coup de main. Ils aiment voir les gens réussir. Donc, ne vous gênez pas. Allez demander de l'aide. Sortez de la communauté, comme je dis souvent, pour justement, on parle tout à l'heure de diversité, d'inclusion. Allez voir les autres, peut-être, qui sont d'une autre culture, qui ont une autre vision, une autre façon de faire, qui va pouvoir vous aider. Le troisième, dernier point, c'est vos limites ne sont pas celles que les autres définissent pour vous. Vos limites, c'est vos limites à vous, pas celles que les autres vont vous dicter. Donc ça, c'est important. Tout à l'heure, je disais que pour avoir un leadership sur les autres, il faut d'abord l'avoir sur soi-même. Donc, n'acceptez pas que les autres, qui qu'ils soient, vous fixent des limites. Oh, mais là, voyons donc, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te rendre là, etc. Vos limites sont celles que vous-même vous fixez, mais pas que les autres vous fixent. Super, super inspirant, Pape. J'aimerais ça qu'on enchaîne avec le concept de résilience. En fait, c'est cette capacité-là qu'ont les entrepreneurs ou les entreprises à s'adapter au changement. C'est un concept dont on a énormément parlé lors de la dernière année, évidemment à cause du choc de la COVID. Donc, j'aimerais voir de ton côté, Pape, comment Érudit s'est adapté à la dernière année. C'est une très bonne question. Nous, on s'est vraiment adapté. On a revu notre modèle d'affaires dans un premier temps. On a très vite rebrassé les cartes avec l'aide de nos conseils, en impliquant nos gens naturellement. Et c'est là où tout à l'heure que je disais que quand on a une entreprise où la diversité est forte, à ce moment-là qu'on voit vraiment la différence. Parce qu'il y a des angles morts que moi ou Amanda, comme cofondateur, ben, on ne voit pas. Et puis, d'autres gens de l'équipe vont voir justement et vont pouvoir nous aider justement à bien positionner ça. Donc, nous, on a vraiment fait un pivot avec l'aide de toute l'équipe qui nous a permis d'aller chercher des contrats. Donc, au niveau international, on a quelqu'un dans notre équipe qui est vraiment extraordinaire, qui nous a dit, oui, mais on doit aller chercher le marché là où il se trouve, pas uniquement au Québec. Et ça a vraiment créé un déclic donc, chez nous en disant, mais notre stratégie au niveau international, c'est pas parce qu'on est une start-up, je dis qu'on n'est pas capable de nous déployer au niveau international. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a conclu une entente extraordinaire avec une multinationale en France qui a 1,1 milliard donc, de chiffre d'affaires présent dans plusieurs pays. Et on a été vraiment contents de ce partenariat. Là, présentement, on déploie progressivement vers le Brésil également. Donc, pour nous, ça a été vraiment un immense champ des possibles. Et encore une fois, le fait qu'on ait une équipe diverse et inclusive nous a vraiment aidé à ouvrir nos horizons pour pouvoir accélérer et nous adapter très rapidement. Super exemple. J'aimerais ça qu'on puisse parler un peu du futur aussi, de ce qui est à venir pour Érudit. Est-ce qu'il y a certaines pratiques ou certaines politiques que tu n'aurais pas eu le temps de mettre en place dans l'entreprise, mais qui sont à venir pour les années futures?
Oui, absolument. On a deux éléments majeurs pour nous qui sont vraiment importants qu'on va mettre en place. On va arriver vraiment à un 50-50 donc au niveau de l'équipe. Donc avoir une équipe vraiment donc au niveau du genre qui soit équilibrée. Encore une fois, c'est vraiment nos valeurs. Donc au niveau d'Érudit, on a 2 cofondateurs, une fille et un garçon. Donc on va vraiment arriver à créer cet équilibre-là, d'avoir 50% d'un effectif féminin et 50% d'un effectif masculin. On travaille très fort là-dessus. On vient récemment d'embaucher une fille extraordinaire qui vit à Toronto. Donc, qui va se joindre à l'équipe dans les prochaines semaines. Et l'autre chose qu'on veut vraiment mettre en place, c'est que chez Érudit, nous pensons énormément que avoir une équipe inclusive et diverse va vraiment accélérer la productivité, va accélérer l'innovation. Nous pensons à supprimer la semaine de 5 semaines, de 5 jours du moins, pour aller sur la semaine de 4 jours en gardant les mêmes salaires, les mêmes avantages pour nos gens. Donc ça, je dirais que dans les mesures à très moyen terme qu'on va arriver à ça, c'est 2 mesures importantes qui figurent dans notre plan stratégique qu'on veut mettre en place. Super. Puis, pour terminer, parce que le temps tire à sa fin, on a parlé au début du groupe 3737, donc j'aimerais terminer là-dessus, en fait, parce que tu as été toi-même accompagné par le groupe 3737. Tu as été également accompagné par d'autres incubateurs à Montréal. Donc, pour le bénéfice des entrepreneurs qui nous écoutent, j'aimerais voir un peu quelle est la valeur ajoutée, selon toi, de cet accompagnement-là. Qu'est-ce que tu en as retiré? Je ne peux pas te dire aujourd'hui, je ne peux pas évaluer le poids de qu'est-ce que j'en ai mesuré, tellement c'est immense. Tout à l'heure, je disais aux entrepreneurs, ouvrez-vous, allez voir ce qui se passe à l'extérieur, allez à la rencontre d'autres entrepreneurs, d'autres gens d'affaires. Et les accélérateurs sont des endroits extraordinaires justement pour rencontrer donc des gens de grande qualité. Tu parlais tout à l'heure du groupe 3737. Le groupe 3737, nous, ils ont eu un impact très positif sur l'évolution de l'entreprise. Et puis, je dis souvent, groupe 3737 un jour, groupe 3737 pour toujours. On a eu aussi HEC Montréal, l'accélérateur de la Banque nationale HEC Montréal, où on avait remporté le grand prix du Demo Day. On était très, très fiers de ça. On a eu NextAI également, qui nous a beaucoup accompagnés. On a eu l'accélérateur du DEL, Développement économique Longueuil également, qui ont été là. Donc, pour nous, tout ça pour te dire, les accélérateurs aujourd'hui au Québec occupent une place très stratégique pour accompagner donc les entreprises dans leur développement, à chaque phase de leur développement. Donc, moi, je ne saurais que recommander et pousser très fortement les entrepreneurs à aller vers là. Et puis, qu'est-ce que je trouve bien au niveau de tous ces accélérateurs par où on est passé? Ils incarnent, mais à 1000%, les valeurs que nous, chez Érudit, qu'on défend à travers la diversité, l'inclusion. Super. Bien, merci, Pape. En fait, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser en 1 minute le mot de la fin pour conclure cette partie de l'événement. Écoute, le mot de la fin, que j'aimerais vraiment l'adresser aux entreprises, leur dire que investissez sur la diversité et l'inclusion parce que vous ne perdez pas, vous ne faites que gagner. Vous gagnez en termes de productivité, vous gagnez en termes de vision, vous gagnez en termes d'accélération et surtout, vous gagnez parce que vous vous ouvrez à qu'est-ce qui sera, qu'il est déjà le monde de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Merci. Merci, Pape. Donc, ça conclut la première partie de notre événement. Donc, on va aller vers une courte pause et on vous revient dans quelques minutes. Merci. L'entrepreneur est souvent pris dans son projet d'entreprise, ce qui est tout à fait normal, mais en profitant de nos services, de notre accompagnement, il a aussi accès à tous ces réseaux qui vont l'aider à se propulser. J'avais besoin qu'on ouvre le carnet d'adresses. J'avais besoin d'avoir des contacts et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas juste un accompagnement financier, c'est un accompagnement humain aussi qu'on reçoit avec PME Montréal. Ça apporte non seulement un soutien au niveau technique, mais un support moral aussi.
Les entrepreneurs sentent qu'on est là avec notre cœur. Donc, on est là pour les bonnes raisons et c'est ça qui fait la différence. Bonjour, donc on est de retour avec la deuxième partie de notre séance EEMAX, représentativité et inclusion, le nouveau visage de la relance économique. Donc on poursuit avec notre panel et ici on souhaite vous présenter des nouveaux visages de la diversité. Donc aujourd'hui il va être question de diversité de genre, diversité culturelle et de neurodiversité. Donc évidemment on n'aura pas le temps de toucher à toutes les formes de diversité. Par contre, on espère qu'à la fin de l'activité, vous serez convaincus que nos différences sont non seulement nécessaires, mais elles ont aussi une valeur ajoutée pour le monde des affaires. Donc, je souhaite la bienvenue à nos 3 panélistes. Bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, nous avons Sylvie Gassana, qui est directrice régionale chez Famessar. Julie Aubum-Sawin, qui est cofondatrice, présidente et productrice chez Kasewi Media. Et Bruno Wicker, directeur recherche et innovation chez Auticon Canada. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais rapidement commencer avec notre première intervenante, qui est Sylvie Gassana. Vous êtes, vous représentez Famessar. C'est une organisation qui accompagne et qui finance les entreprises qui sont détenues par des femmes. Donc, pour mettre la table sur notre discussion, j'aimerais simplement vous demander pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place des programmes et des politiques qui s'adressent spécifiquement à des femmes entrepreneurs? Oui, certainement. Bien, écoutez, nous, on regarde beaucoup les statistiques pour pouvoir évaluer aussi l'état de l'entrepreneuriat féminin. Et il y a eu un rapport en 2020 qui a été publié par le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Et on a eu des statistiques quand même qui étaient intéressantes. Et juste pour vous donner quelques données, donc 16% des entreprises canadiennes sont aujourd'hui détenues majoritairement par des femmes. Et au Québec, on est à environ 13,6% des entreprises au Québec qui sont détenues à 100% par des femmes, comparativement quand même à 64,9% des entreprises qui sont détenues par des hommes. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même un fossé à combler quand on sait que les femmes représentent quand même presque 50% de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2017, les intentions entrepreneuriales des femmes ont quand même presque triplé. Alors, c'est quand même des données qui sont encourageantes. Donc, ça démontre que quand même, il y a un potentiel entrepreneurial qui se développe. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est sûr que les entreprises féminines ont été quand même fragilisées de par leur secteur d'activité. On sait qu'elles sont quand même beaucoup concentrées dans le secteur du détail, de la restauration, de l'hébergement, de la santé. Donc, ça a été quand même assez difficile. Alors, c'est sûr que si on ne veut pas perdre tous ces acquis-là qui ont été quand même gagnés toutes ces dernières années, il faut encore plus d'accompagnement puis de financement pour justement s'assurer qu'elles fassent partie de la relance économique et qu'on puisse les inclure. Donc, c'est sûr que le financement pour justement propulser, pour un levier de croissance, mais aussi de l'accompagnement qui inclut de la formation au niveau des compétences entrepreneuriales, le réseautage, le coaching, vraiment pour s'assurer que oui, qu'elles créent des entreprises, mais surtout qu'elles puissent croître. Donc oui, certainement, on a encore besoin de financement adapté pour les femmes entrepreneurs et pour les permettre de vraiment soutenir cette croissance-là. Super. Merci, Julie. J'enchaîne avec vous. Vous êtes également une femme entrepreneur. Vous êtes aussi membre des Premières Nations, membre de la nation Abénaquise. Vous êtes à la tête de Kasewi Media. C'est une entreprise de production télévisuelle autochtone. Et pour vous, votre identité, en fait, elle est en symbiose avec votre entreprise. Donc, j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi. Bien, en fait, Kasewi, ça veut dire ensemble en Abénaki. Ça veut dire en collectif, en groupe. Je pense que dans une dynamique entrepreneuriale, on est conscient assez rapidement qu'on ne fait rien tout seul. Les réussites sont des réussites d'équipe et on peut pousser plus loin ensemble. Au niveau identitaire, pour moi, c'est un projet Kasewi qui va bien au-delà de la compagnie Inc., là, comme on dit souvent. C'est par respect pour ceux qui m'ont précédé, puis pour participer à paver le chemin pour tous les gens qui vont me suivre, dans le fond, que j'ai l'impression de participer à mettre l'épaule à la roue,
pour faire une société meilleure. En fait, Cassaway, c'est une boîte de production autochtone en opinion sur rue à Montréal. Mais je dis toujours que dans le fond, c'est la manière avec laquelle j'ai choisi de vivre mon identité dans mon travail au quotidien. C'est un peu ça la différence. Et j'ai l'impression que pour moi, que la compagnie soit un acteur de changement, c'était quelque chose d'excessivement important. Puis, il faut aussi se rappeler qu'on traîne tous en nous le poids de l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, de l'histoire que toutes les cultures autochtones ont vécue. Donc, j'ai une responsabilité. Donc, c'est la responsabilité que j'ai décidé de prendre dans le cas de mon projet d'entrepreneuriat, que j'ai évidemment pas fait tout seul, mais c'est comme ça que je souhaite m'inscrire dans la vie puis de laisser une trace pour la suite. Puis je pense que la responsabilité des producteurs autochtones, elle est excessivement importante parce que bien au-delà du projet de l'émission télé, on s'oblige toujours, puis c'est pas quelque chose de négatif, une obligation, c'est c'est dans le projet même de redonner aux communautés avec lesquelles on travaille. Donc, il faut absolument que dans notre plan de production, on développe, oui, avec la communauté, mais bien au-delà du projet de télé, il faut laisser une trace positive. On essaie toujours d'avoir des stagiaires autochtones dans tous les projets qu'on fait parce que si on veut que ceux qu'on pave le chemin pour perdure, il faut aussi aider les futures générations à pouvoir prendre la parole. Puis ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Donc, pour répondre là de manière plus succincte à ta question, pour moi, Cassaway, c'est un projet de vie, puis c'est la manière avec laquelle j'ai décidé de m'inscrire dans la vie aussi. Merci. Bruno, vous êtes à la tête d'une entreprise Auticon qui mise également sur la diversité. Vous êtes la première entreprise au Québec à embaucher des personnes autistes ou Asperger en tant que consultant TI. J'aimerais ça que dans un premier temps, vous puissiez nous expliquer ce qu'est la neurodiversité et comment est-ce que ça fait partie de votre entreprise. En fait, comment est-ce que vous l'intégrez à votre modèle d'affaires? Oui, en effet. Alors, qu'est-ce que c'est que la neurodiversité? C'est une forme de diversité, bien sûr. On parle de neurodiversité parce que, peut-être en quelques mots, je peux rappeler ce qu'est l'autisme pour les personnes qui nous écoutent. En fait, l'autisme, c'est une maladie qui est dite neurodéveloppementale, c'est-à-dire que c'est une maladie qui impacte le développement du cerveau et qui va impacter les personnes de différentes manières au niveau de leur comportement. En particulier au niveau des interactions sociales, de la façon d'exprimer des émotions, d'interagir socialement avec les autres, etc. Et avec des comportements aussi stéréotypés très souvent. On parle d'un spectre, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont non-verbaux, qui vont avoir beaucoup de mal à communiquer avec le monde extérieur, jusqu'à des gens qui sont plus proches de la neurotypie, comme on dit quand on parle des gens qui ne sont pas autistes, avec des gens qui ont des capacités cognitives tout à fait parfois exceptionnelles, en tout cas une intelligence qui est tout à fait normale, et qui sont capables de travailler dans n'importe quel type de métier, finalement. Et pourtant, pour ces personnes qui sont donc, on appelle autistes de haut niveau de fonctionnement ou avec un syndrome d'Asperger, pourtant on s'aperçoit que de nos jours, ils sont à peu près 85% à être sans emploi. Donc là, on parle d'une forme de discrimination, quelque part. Et ça, pourquoi? Simplement parce que c'est des personnes qui, au moment de l'entrevue, par exemple, vont avoir des particularités de comportement ou d'interaction qui vont faire que l'employeur ne va pas retenir cette personne-là. Ou si jamais cette étape de l'entrevue est franchie, ça peut être après des problèmes avec les collègues dans les équipes. Parce que c'est des personnes qui, parfois, manquent un peu de tact, vont être très premier degré, vont avoir du mal à supporter des réunions où il y a beaucoup de monde et donc beaucoup d'informations à traiter à la fois, au niveau social. Ça peut être des gens aussi du fait qu'ils ne vont pas forcément aller à la machine à café pour discuter de tout et de rien. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de communiquer, c'est juste parce que ça les intéresse pas de faire ça. Donc ils vont préférer parfois parler d'un sujet qui les intéresse eux, sans faire assez attention à ce que les autres veulent dire. Donc ça génère en fait des ambiguïtés au niveau de l'environnement de travail qui font que ces personnes, elles sont sous-employées. Et tout simplement parce que finalement l'environnement de travail professionnel classique, il n'est pas adapté à eux. Donc nous, on s'est dit comment on peut faire quand même pour que ces personnes-là soient intégrées sociétalement, qu'on puisse leur permettre d'accéder à un travail, donc à un salaire, donc à une forme d'autonomie finalement, et surtout à améliorer leur estime de soi.
Donc, c'était vraiment le but de la création d'entreprise. On s'est intéressé au domaine de la technologie parce que très souvent, en fait, ces personnes, on s'aperçoit qu'elles ont des compétences très fortes en sciences, en mathématiques et donc très souvent en informatique. Donc, on s'est focalisé sur ce domaine-là et on s'est aperçu que finalement, si on leur apporte un accompagnement qui est correct, elles peuvent travailler parfaitement bien. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est arriver à lever en amont tout ce qui peut être source de stress ou d'anxiété pour la personne sur le travail. Donc ça passe par, j'en parlerai un peu plus tard, ça passe par une évaluation des personnes qui soit la plus précise possible pour qu'on arrive à connaître chacun de nos consultants le mieux possible. Donc on est vraiment dans la diversité, dans le sens où on a des gens qui ont des capacités cognitives exceptionnelles de mémoire, d'attention aux détails, de concentration, etc. Et qui vont donc pouvoir avoir des très bonnes performances dans le domaine de l'informatique. Et en plus, ça apporte un impact social puisque ça leur permet d'avoir un travail, donc, comme je disais tout à l'heure, d'arriver à l'autonomie. Je pourrais donner des exemples un peu plus tard là-dessus. Parfait. Merci. On parle de technologie. J'aimerais ça qu'on revienne à Julie pour parler aussi de créativité. En fait, vous nous avez parlé de votre identité. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans des exemples et voir sur quel projet est-ce que vous avez travaillé dans le passé ou sur quel projet est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. Ça nous aiderait à bien comprendre le lien entre votre identité et votre processus créatif. En fait, ce qu'on fait à Cassaway a un but bien précis. C'est un peu l'intention qu'on fait quand on développe chacun des projets télévisuels ou sur d'autres formes, toutes d'autres plateformes numériques qu'on fait, c'est de créer une image actuelle des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui sont les Autochtones du Canada, puis d'ajuster les perceptions. Parce que je pense qu'il faut démystifier les stéréotypes, il faut valoriser les personnages qui sont forts et fiers. Il faut aussi donner place et une fenêtre ouverte sur la richesse de la diversité de ce que c'est les Autochtones parce que les réalités sont excessivement diverses. Donc, comment ça se transpose à travers nos différents projets? Bien, nous, notre première série documentaire s'appelle Policiers autochtones. On a fait 2 saisons. On vient de finir la 2e saison qui va être diffusée à partir du 30 mars sur les ondes d'APTN. C'est notre première série documentaire qu'on a fait. On avait une proximité avec des policiers autochtones pour moi-même qui avait un policier autochtone dans ma famille. Donc, ce que c'est cette série-là, c'est une série documentaire d'observation qui vise à démystifier un peu c'est quoi le travail du policier autochtone qui travaille dans sa communauté, qui l'a vu grandir, comment ça se passe quand il faut intervenir et des fois arrêter des gens qu'on connaît très bien, des fois de sa famille. Donc, on offre vraiment aux spectateurs un point de vue très privilégié où on est assis dans la voiture de patrouille avec les policiers puis qu'on vit leur quotidien au complet. Ça, c'est vraiment un policier autochtone. Ça a été diffusé la première saison sur APTN et sur RDI, puis la 2e saison commence sur APTN, donc prochainement. Ensuite de ça, on a fait un projet avec Radio-Canada initialement qui s'appelle Rite de passage. Ça se voulait un documentaire unique, mais finalement, on en a fait 2. Puis je trouvais que c'était excessivement important au sein de l'équipe de changer les perspectives. Donc, c'est un projet qui vise à faire vivre une immersion dans le mode de vie traditionnel des Premières Nations à 2 anciens narcodépendants québécois qui continuent donc de vivre avec ces défis-là, de ce que c'est vivre avec la dépendance, parce que même si on s'en éloigne, on vit avec ça toujours, c'est une réalité quotidienne. Donc, comment est-ce qu'une immersion dans le mode de vie traditionnel des Premières Nations peut les aider à cheminer autrement? Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait avec Radio-Canada puis qui a été vendu par la suite à TV5, là, Monde en distribution. Puis on était très fiers de ça. On a eu vraiment aussi une très belle... des beaux commentaires de beaucoup de gens dans le public. Puis comme ça permettait de changer un peu les perspectives où c'était des Premières Nations qui aidaient des non-autochtones, c'était aussi intéressant de voir comment est-ce que la relation se fait parce qu'avant d'être une rencontre entre les cultures, c'est une rencontre entre plusieurs humains. Fait que ça, c'est toujours très riche quand ça se passe. Puis dans des tournages comme ça, on sait ce qui se passe. Puis après ça, ben on vit avec eux le changement. Donc, c'est ça qui fait que c'est si riche comme expérience humaine aussi d'être sur le tournage parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que nous, tout ce qu'on fait, c'est très expérientiel aussi pour l'équipe parce que les gens qui vivent le tournage avec nous sont aussi changés de ce qu'on fait, que
que le projet télé, ce qu'il peut avoir comme impact au niveau des gens qui l'écoutent à la télévision. On a aussi plusieurs projets. Là, on est en train de travailler sur un projet avec TFO qui s'appelle Les Autochtones tu connais, qui est une émission pour enfants. C'est une émission jeunesse qui est à moitié en animation, à moitié en live action, où, dans le fond, on essaie de baser, d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est être autochtone au Canada, qu'est-ce que ça veut dire d'être une Première Nation, c'est quoi la différence entre des Métis, des Inuits, comment ça fonctionne, c'est quoi la loi sur les Indiens, c'est quoi la spiritualité. Donc, c'est quand même des très grands sujets à expliquer à des enfants. Donc, ça, c'est le projet sur lequel on travaille, sur lequel on a été évidemment un peu retardé à cause de la COVID. Puis, on a aussi une autre série documentaire, encore avec APTN, dont on était supposé commencer le tournage à l'automne passé, mais qui a été reporté à l'automne prochain. On espère que la pandémie va nous permettre de tourner ça là. C'est une série documentaire qui est tournée dans le seul collège autochtone, qui est une institution d'enseignement de niveau collégial autochtone qui s'appelle Kiuna, qui est à Odanak et qui comment je pourrais dire, qui intègre l'enseignement de l'histoire autochtone, des perspectives autochtones dans même le programme, le cursus d'enseignement. Donc, on suit, nous, dans le cadre de cette série documentaire-là, les étudiants qui sont souvent des parents, parce que c'est une réalité que les gens connaissent moins, mais les Autochtones ont des enfants très tôt. Donc, comment ça se passe être un étudiant dans ce contexte-là et comment tu peux affirmer ton identité mieux en passant à travers ce processus-là, puis de les voir cheminer. C'est intéressant au niveau collégial. Les jeunes, ils ont un parcours intéressant. Ils ont beaucoup de choses à dire. Ils viennent de quelque part. Ils sortent souvent de chez eux pour aller étudier pour une première fois. Donc, c'est bien intéressant. Donc, on a très hâte de pouvoir se mettre à tourner ça. Et puis, on a aussi un projet avec Télé-Québec duquel je ne peux pas trop vous donner de détails, mais c'est un projet qui, historiquement, est bien important aussi, mais je ne sais pas quand on pourra le tourner. Là, à cause de cette belle pandémie, on est reporté, mais ça sera un projet d'1 heure télé. Super. J'aimerais aborder avec vous maintenant la notion d'impact social, parce que vous êtes plusieurs à en avoir parlé. Bruno, dans votre cas, vous embauchez des personnes autistes ou Asperger, mais au-delà de ça, vous avez quand même développé une culture organisationnelle qui leur permet de se développer non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Donc, j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un impact dans la vie de vos employés. Tout à fait. Alors, pour vraiment avoir cet impact-là, en fait, on a effectivement mis en place un processus de recrutement, finalement, qui est un petit peu plus complexe que la moyenne, avec des étapes qui ne sont pas classiques, finalement. Et ça nous permet, en fait, ce processus en plusieurs étapes, d'avoir vraiment une connaissance approfondie de la personne, que ce soit en termes de compétences techniques, qui vont nous permettre ensuite d'ajuster le type de job sur lequel on peut le placer, qu'en termes de personnalité. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître quels vont être les besoins d'accompagnement de la personne sur le lieu de travail dans lequel il va être impliqué. Donc on a vraiment des entrevues, des questionnaires, on essaie aussi de connaître au mieux leurs capacités cognitives, si c'est des gens qui ont une très bonne logique, qui sont très forts pour reconnaître des patterns par exemple, qui ont une très bonne mémoire, on a besoin de le savoir. Et on a besoin aussi de savoir quel est leur environnement de vie actuel, quels sont les aspects du quotidien qui peuvent être une source de stress pour eux ou d'anxiété et les empêcher ensuite de travailler. On peut avoir des gens qui, par exemple, sont incapables de prendre des transports en commun parce qu'il y a trop de proximité avec les autres, ça les stresse trop, ou il y a trop de bruit, etc. Il y a des gens qui ont aussi peut-être des problèmes pour faire leurs courses. Ils n'arrivent pas à se préparer des repas ou des choses comme ça. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on va être capable de leur fournir parce qu'on connaît ces informations. Donc ça, c'est la première partie qui est importante et qui est pas classique finalement et qui est très inclusive. Ensuite, on a donc évidemment, grâce à ça, la possibilité de mettre en place des accompagnements par le biais de nos accompagnateurs à l'emploi qui vont être là, en fait, tout le temps, en support, tout le temps disponible, que ce soit au téléphone, que ce soit actuellement en visioconférence ou en présentiel. Et un aspect important également, c'est que ces accompagnateurs, ils vont faire une sensibilisation des entreprises et des équipes dans lesquelles nos consultants sont intégrés. C'est un aspect qui est très important parce que ça permet en fait de lever un peu tous les mythes qui existent à propos de l'autisme et de bien faire comprendre aux entreprises qui embauchent nos consultants que travailler avec un autiste, ça n'est pas plus difficile qu'autre chose. Et au contraire, ça va même enrichir
finalement leur façon de manager. Très souvent, on a des équipes dans lesquelles sont intégrés nos consultants qui nous disent « Ah bah c'est super ce que vous faites, ce que vous mettez en place comme accompagnement. On va prendre ça en exemple parce que ça va bénéficier à tous nos employés finalement. » Donc ça fait partie des choses qui sont intéressantes à entendre de la part de nos clients. Il y a un accompagnement au-delà de cette sensibilisation à l'autisme des équipes dans lesquelles sont intégrés nos consultants. Il y a bien sûr un accompagnement au moment de l'entrevue et puis aussi à sensibiliser les gens qui font l'entrevue au type de personnes auxquelles ils vont avoir affaire. C'est-à-dire qu'on va leur dire ne posez pas des questions trop larges parce que c'est des questions qui vont vraiment déranger nos consultants. Concentrez-vous plutôt sur les aspects techniques parce que vous allez voir que ce sont des gens qui sont super compétents au niveau technique. Ils vont avoir du mal au niveau humain et décrire des situations sociales, des choses comme ça, c'est sûr. Donc voilà, ça fait partie de la sensibilisation, de l'accompagnement qu'on propose à nos consultants. Et derrière, on a aussi des chefs de projet qui sont plus là pour le côté technique, qui vont faire un peu le lien entre les chefs de projet chez le client et puis le consultant. Donc s'il y a des ambiguïtés au niveau purement technique, on a aussi des chefs de projet qui sont là pour ce versant-là de l'accompagnement. Tout ça, ça nous amène à quoi? Le but final, finalement, c'est d'avoir des personnes qui, à travers l'obtention d'un emploi et d'un salaire, vont pouvoir commencer à participer à la vie en société, à être vraiment inclus. Ça va être des personnes qui, il y a des personnes qui, à 30 ans, vivaient encore chez leurs parents, parce qu'elles ne travaillaient pas, elles n'avaient pas trouvé d'emploi, et qui vont avoir l'envie de s'émanciper, d'être autonomes, et d'aller chercher un appartement, par exemple, et de s'installer. Ça va être un défi, forcément, mais on va être là pour les accompagner également, dans tous ces aspects-là aussi. Donc ça, c'est des aspects importants qui nous paraissent presque au cœur de notre objectif en tant qu'entreprise sociale et inclusive, comme ça, parce que on amène des gens dans la société qui en étaient exclus parce que on leur proposait pas les bons accommodements. Donc plutôt que de dire c'est à vous de faire l'effort de devenir normaux entre guillemets, non, en fait c'est à la société de s'adapter, c'est à l'entreprise de s'adapter à vous pour qu'on montre que vous avez une vraie plus-value, que vous avez une vraie place dans la société et c'est vraiment ça l'objectif de tout ce qu'on fait actuellement au sein d'Oticonsult. Sylvie, est-ce que de votre côté, ce lien-là, en fait, est-ce que pour vous, ce que Bruno nous dit, ça vous interpelle? Est-ce que vous voyez aussi de votre côté un lien à faire entre tout l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin et l'impact social? Absolument. La question de l'impact social puis environnemental est de plus en plus présente aujourd'hui au niveau de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin ou dans le milieu des affaires, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, au-delà même du profit économique, se posent la question, c'est quoi ma responsabilité sociale? C'est quoi ma responsabilité environnementale? Comment est-ce que je peux contribuer à la création d'un monde meilleur? C'est vraiment la question. Puis je pense que c'est quelque chose la conversation est de plus en plus présente aujourd'hui aussi avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, avec les mouvements de Black Lives Matter, avec les mouvements MeToo. Je pense que ça, c'est des éléments qui alimentent aussi toute cette conversation-là. Donc, les entreprises veulent se questionner, qu'est-ce que je peux faire? Et justement, donc parce que 2020 a été clairement une année de réflexion, une année de pause économique d'une certaine façon. Et quand c'est un peu plus calme, on réfléchit un peu plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est née aussi l'initiative de Femmes et Sœurs, la campagne des 100 entrepreneurs qui changent le monde. On voulait vraiment, avec cette campagne-là, justement, mettre en avant des femmes entrepreneurs qui sont vraiment issues de tous les horizons, qui proviennent des 17 régions du Québec, qui ont vraiment un impact social. Puis on s'est vraiment inspiré des 17 objectifs de développement durable identifiés par l'ONU pour vraiment régler ces gros enjeux mondiaux. Là, on parle de l'éducation, de la santé, de l'environnement, l'égalité des sexes, donc plusieurs objectifs, environ 17 exactement. Et on a fait donc un appel à notre réseau de femmes entrepreneurs à travers vraiment toutes les 17 régions. Puis on a eu quand même 400 candidatures qui ont présenté qui ont postulé justement à cet appel-là. Et on a dû en sélectionner une centaine. Donc, 100 femmes qui ont des modèles d'affaires très innovants, qui ont un impact social, qui ont un impact environnemental. Et d'ailleurs, on les a toutes répertoriées dans un tout nouveau magazine Coup de pouce, qui est d'ailleurs disponible, que je vous invite d'ailleurs à vous procurer en kiosque. Et vraiment, c'est vraiment dans l'idée de créer des modèles
des modèles de femmes entrepreneurs, de s'inspirer aussi pour celles qui veulent se lancer en affaires ou qui ont déjà une entreprise, mais de se questionner, c'est quoi mon impact social et environnemental. On veut vraiment sensibiliser les femmes à regarder et même au sein de Femmes et Sœurs, on organise beaucoup des ateliers de discussion sur le développement durable, dans le but vraiment de les informer, de les sensibiliser à cette question, de se doter d'outils de réflexion, d'aller chercher des experts pour les accompagner, parce que je pense que c'est important de se questionner. Je pense qu'aujourd'hui, avec la relance économique, on veut repartir autrement, on veut repartir en ayant un impact social, en voulant régler des enjeux de société. Et justement, donc avec le magazine Coup de pouce, ça donne aussi une grande... Une vue sur l'entrepreneuriat qui est diverse et qui a un impact aujourd'hui au Québec et pour les générations à venir. Merci. Je trouve ça super intéressant, en fait, le lien entre entrepreneuriat féminin, impact social et même au-delà de ça, développement durable. Donc, Julie, est-ce que pour vous, l'impact social, c'est important? En fait, on a déjà échangé là-dessus. Je sais que c'est au-delà du modèle d'affaires, ça fait même partie de votre identité. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, je pense qu'il faut se rappeler de quelque chose d'excessivement important. Au Canada, avant 1951, c'était interdit selon la loi de faire une démonstration liée aux cultures autochtones. On ne pouvait pas chanter, on ne pouvait pas danser, on fallait cacher les tambours traditionnels. Donc, en 51, là, si on y pense bien, ça fait pas longtemps. C'est important de remettre ça en perspective. Puis, je renchéris en disant que le dernier pensionnat autochtone au Canada a fermé en 96. Pas en 76, là, en 96. Donc, présentement, il y a une ouverture. On sent beaucoup d'ouverture de la part d'un public qui prend conscience des réalités qu'on vit, parce que je ne dis pas la réalité parce qu'elle est multiple, la réalité. Il y a probablement autant de manières d'affirmer son identité autochtone qu'être autochtone. Mais pour en revenir à votre question, je pense que dans un processus d'affirmation, puis pour pouvoir prendre position, puis pour que la voix des gens puisse être entendue, il faut absolument qu'il y ait une plus grande représentation des Autochtones à l'écran. Je pense que quelque chose qui est important, c'est pour que notre jeunesse puisse se projeter vers l'avenir puis puisse avoir envie de faire la même chose que, par exemple, moi, je fais, bien, il faut qu'ils se voient à l'écran. C'est quelque chose qui est excessivement important. Et ça a deux bénéfices, ça. Si les jeunes se reconnaissent à l'écran, ils vont avoir des modèles positifs dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Donc, se projeter, c'est plus facile. Fait que ça, c'est une chose importante. Mais aussi, nous autres, à Cassaway, je disais tout à l'heure que le collectif était très fort, mais au-delà de ça aussi, dans l'idée de bâtir des ponts, quelque chose qui est très important, c'est qu'on a aussi décidé de faire ça principalement à travers le médium télévisuel. Puis il y a une raison pourquoi on a décidé de faire ça. La télévision, elle est dans, pas toutes les maisons, mais dans la plupart des maisons présentement, du moins, est accessible, beaucoup plus accessible que d'autres genres de médias, là. Puis je dis la télé, mais aussi les différentes plateformes médiatiques, là. Et je trouve que ça, c'est très, très, très important parce que il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir eu l'intention 5 minutes avant de tomber sur l'émission qu'on fait, puis il va la voir, il va la regarder, il va s'arrêter. Donc, dans l'idée de construire un pont puis de renouveler nos perspectives communes, bien, je pense que c'est excessivement important que le nombre d'Autochtones à l'écran soit représentatif. Si on fait une comparaison par rapport à la population autochtone, tu sais, il faut quand même rappeler quelque chose d'important, là, c'est que tu sais, il y a un mot qui est très à la mode présentement, c'est le mot réconciliation. Mais je trouve ça vraiment très triste, mais je me fais souvent demander, mais de quoi il faut qu'on se réconcilie, Julie? Puis je me dis, aïe, on part de loin quand même. J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité sociale que Cassaway s'est donnée, mais au-delà de ça, il y a une responsabilité sociale qu'il faut aussi que les gens prennent de s'informer, de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les parties de l'histoire qu'ils ne connaissent pas, qui est aussi leur histoire. Donc, j'ai l'impression que si on se connaît mieux à travers différentes manières, à travers des gens qui vont être plus militants, actifs, à travers des mouvements de société, à travers des émissions de télé, à travers
à travers plusieurs manières et méthodes différentes, ben, on va créer un écosystème qui est plus responsable et qui est plus représentatif de la population qu'on est. Tu sais, si on regarde par rapport d'un point de vue démographique, la population autochtone, elle grandit 4 fois plus vite que si on compare au reste de la population canadienne parce qu'on est, je sais pas, c'est très culturel, mais en même temps, on fait beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, il y a quelque chose à conscientiser là-dessus parce que on est là, on n'a pas disparu. Au contraire, on veut s'affirmer, on va avoir une voix, mais pour que ça puisse se faire, il faut aussi nous donner un peu de place. Et je pense que pour ça, ben, les gens à la maison ont un rôle à jouer aussi. Donc, je pense qu'au niveau de l'impact social, ce qu'on fait, c'est participer à un mouvement qui se doit d'être porté par tout le monde pour qu'on puisse entrevoir ensemble une nouvelle perspective, puis regarder un nouvel horizon ensemble, puis espérer construire un monde ensemble. Je pense que ça, c'est excessivement important. Merci. Julie a parlé en fait de l'importance de mettre des personnes autochtones à l'écran. Sylvie, votre campagne, elle a le même objectif. En fait, la campagne des 100 femmes entrepreneurs, c'est de mettre de l'avant des femmes entrepreneurs pour qu'on puisse s'identifier à elles. Donc, dans cet esprit-là, je vous demanderais de nous parler de quelques femmes entrepreneurs que vous avez supportées pour qu'on puisse savoir qui elles sont. Oui, certainement. Bien, effectivement, je peux peut-être vous parler des 4 ambassadrices de cette campagne des 100 entrepreneurs. Donc, on a déjà Déclic, qui est une entreprise au service des enfants, qui permet vraiment d'avoir une éducation de qualité. Donc, elle offre depuis une douzaine d'années des services d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychoéducation à des enfants qui ont vraiment des besoins particuliers. Donc, elle, sa mission, c'est vraiment de célébrer la différence de chacun des enfants qu'elle accompagne. Donc, elle répond, par exemple, à un des objectifs qui est vraiment d'offrir une éducation de qualité. Nous avons également l'entreprise Zora, qui, elle, c'est une entreprise québécoise. Donc, elle offre une gamme de produits de beauté biologique. Et à travers son entreprise, elle soutient une communauté de 2500 femmes berbères du Maroc qui sont vraiment productrices d'huile d'argan, qui est vraiment un de ses, pour au niveau de son approvisionnement. Nous avons également Audace au féminin. C'est une entreprise, elle, qui a vraiment pour objectif de contribuer à l'émancipation, à l'autonomisation sociale, économique de la femme noire. Donc, elle, de son côté, son ambition, c'est vraiment que la société québécoise devienne une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus égalitaire. Également, Prana, elle, c'est une entreprise, elle, qui offre des collations de santé véganes et biologiques. Une entreprise certifiée B Corp, donc qui a vraiment un mode de gestion qui mise beaucoup sur l'humain. C'est une entreprise qui a un triple impact, donc vraiment elle mesure son impact social, son impact environnemental, mais aussi son impact sur la santé des gens. Donc, c'est toutes des entreprises qui, parmi tant d'autres, là, les 96 autres sont vraiment dans notre kiosque, mais c'est des femmes qui ont vraiment la diversité et l'inclusion au cœur de leur modèle d'affaires. Super. Bruno, également pour poursuivre dans la tangente des exemples concrets, j'aimerais ça que vous puissiez nous partager un cas de succès que vous avez vécu au sein d'Auticon Canada. Oui, alors je dirais qu'un premier exemple assez général de cas de succès, c'est de voir que tous nos clients avec qui nous travaillons, on a plus de 30 clients maintenant, sont ravis de travailler avec nos consultants. Et je tiens à rappeler que nos consultants sont bien sûr à des niveaux de salaire qui sont ceux du marché. On n'est pas du tout en train de parler du fait qu'on a des gens qui travaillent pour un salaire moindre que d'autres. Donc ce premier chiffre en fait de 100% de gens qui sont satisfaits, d'entreprises qui sont satisfaites, c'est déjà un très bon exemple de succès. Ensuite, plus au niveau individuel, je pourrais vous donner des exemples assez intéressants et qui pour nous font chaud au cœur dans le sens où c'est vraiment ça qu'on voulait obtenir. On a par exemple des gens plus juniors qui sortent d'école, qui se sont retrouvés avec un DEC ou un bac en informatique et qui derrière ont été incapables, ne serait-ce que de trouver un stage ou de trouver un travail, encore moins, et qui sont restés pendant peut-être 2 ans, 3 ans sans travail, qui ont des besoins financiers, donc qui ont été obligés de prendre un autre travail. On a l'exemple d'un de nos consultants qui était commis d'épicerie, qui travaillait comme juste magasinier, qui travaillait donc dans un domaine qui n'était pas du tout lié à ses compétences, complètement pas en tout cas, ses compétences n'étaient pas du tout utilisées comme elles auraient dû, et surtout pas ses compétences en informatique. Et en fait, on a pu le placer dans une grande entreprise
où il est maintenant développeur en cybersécurité. Il travaille dans une équipe et tout se passe très bien. Ça lui a permis de prendre des vacances, ça lui a permis d'avoir un bon salaire. Et pour un autre qui a eu un peu le même type de parcours, ça lui a permis aussi de partir de chez ses parents, de prendre un appartement à lui et de vivre de manière complètement autonome. Ça, c'est l'exemple pour des plus jeunes. Pour des gens un peu plus âgés, parce qu'on a des gens qui sont plus âgés, qui ont été diagnostiqués un petit peu plus tardivement, qui ont eu des parcours de vie professionnelle très chaotiques et qui se retrouvaient à se dire mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Comment ça se fait que c'est toujours moi qui me fais virer à chaque fois qu'il perd mon job alors que je travaille très bien et qu'on est content de mes compétences techniques au travail. Et donc pour ces gens-là, en fait, on leur apporte finalement une stabilité, une vie où il n'y aura plus des crises d'angoisse à chaque fois parce qu'il y aura des conflits avec les collègues ou des choses comme ça. Et pour eux, pour nous aussi, ça c'est important de pouvoir aider ces personnes qui ont parfois des familles qui étaient en dépression et qui sortent de là et qu'on a placés dans nos entreprises et qui se retrouvent comme étant presque des mentors pour d'autres juniors qu'on va placer ensuite. Parce que évidemment, un facteur clé de notre réussite aussi, c'est de dire on place un consultant dans une entreprise et derrière, 2 mois après, cette entreprise elle nous dit on veut un autre de vos consultants. Il est super fort, on adore travailler avec lui, il y a une super ambiance avec lui, on adore ça. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un facteur qui permet de mesurer le succès aussi, parce que oui, si on peut placer 3 personnes dans l'entreprise, il y a une sorte d'émulation aussi. Et puis le côté très intéressant aussi, je pense pour nous, c'est de voir qu'il y a une sorte d'émulation entre nos consultants. On essaie d'avoir vraiment un lien entre eux. Donc eux, ils se parlent. On essayait, avant la pandémie, on pouvait organiser un peu des petits événements sociaux où ils se retrouvaient tous, ils pouvaient parler un peu de leur vie, de ce qu'ils faisaient, de leurs intérêts, etc. Donc ça leur donne une vie sociale. Parce qu'il ne faut pas croire que les autistes ne sont pas des êtres sociaux. Ils ne savent juste pas comment faire. Mais ils recherchent les échanges sociaux. À partir du moment où on les met dans un cadre où ils peuvent s'exprimer librement et faire un peu abstraction de leur particularité de comportement, c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. Donc on arrive en fait à mettre en place entre nos 30 consultants des échanges. Ils vont jouer ensemble en ligne, ils vont faire des choses comme ça. Donc ça aussi c'est un succès, parce que alors qu'avant ils étaient chez eux, on peut avoir cette image de l'informaticien un peu geek qui est au fond de son garage et qui n'a aucune interaction avec les autres. En fait, on les sort de ce garage et puis on les amène à vraiment socialiser, à échanger avec les autres. Et ils sont friands de ça. C'est vraiment quelque chose on voit qu'ils sont beaucoup plus capables de communiquer. Des gens qui étaient très timides deviennent, en fait, on s'aperçoit que ça fait des très bons leaders. Ils deviennent chefs d'équipe et ils sont capables de communiquer parfaitement avec les autres. Donc vraiment, ça fait partie des choses, au-delà du cas anecdotique de certaines personnes. De manière générale, c'est ça qui nous fait mesurer le succès et l'impact social qu'on peut avoir. Merci. J'aimerais ça qu'on puisse aborder ensemble aussi la question de la résilience. En fait, on en a parlé tantôt avec notre conférencier, Pap Wade. Pour lui, la diversité, l'inclusion au sein de son entreprise, ça a été synonyme de capacité à traverser à travers la crise actuelle. Donc, j'aimerais voir pour vous, en fait pour vos entreprises ou pour votre écosystème, comment est-ce que vous avez été en mesure de vous adapter à la dernière année, donc à la crise économique qu'on a vécue. Sylvie, je commencerai par vous. Oui, certainement. Femmes et Sœurs, au niveau de nos modes de travail, on a été peu affectés parce qu'on est déjà virtuellement bien en place. On est quand même une organisation qui est répartie dans les 17 régions au Québec. Donc, on faisait déjà des réunions virtuelles depuis plusieurs années. Donc, nos modes de travail ont été peu affectés. Donc, du jour au lendemain, on a très rapidement, nos opérations n'ont pas du tout été affectées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement utilisé nos plateformes, surtout pour rejoindre nos clientes et vraiment de les soutenir dans cette période de COVID qui était très difficile. Donc, il fallait vraiment être à l'écoute de leurs enjeux et venir vraiment avec des solutions pour les accompagner. Donc, il fallait être aussi en mode écoute aussi avec les collègues parce que, bon, c'est une situation qui affecte non seulement les entrepreneurs, mais aussi nous, en tant que collègues, en tant qu'employés. On vit aussi toute cette situation du confinement, des enfants à la maison. Donc, ça a été beaucoup de formation au niveau de la gestion du stress, au niveau de la sensibilisation face aux signes de détresse, une conciliation vie de famille, des blocs de temps sans réunion. Donc, ça a été vraiment
moment de réadapter nos façons de travailler. Mais au niveau opérationnellement parlant, ça a été quand même, on a pu quand même continuer à desservir notre clientèle, puis surtout être très, très, très à l'écoute de leurs besoins et de rapidement s'adapter, puis de venir avec de nouvelles offres de services, de comment est-ce qu'on peut les accompagner. Donc, on a beaucoup innové pendant la dernière année, là, justement, pour les soutenir dans cette période qui était quand même très, très, très difficile. Et Sylvie, est-ce que vous avez quelques mots sur plus largement la capacité de votre écosystème, donc celle des femmes entrepreneurs à s'adapter à la COVID? Est-ce que vous avez vu certaines tendances ou simplement pour nous dire quelques mots là, sur ces femmes que vous accompagnez? Bien, écoutez, c'est des femmes qui sont très, très, très résilientes. C'est des femmes qui avaient besoin de parler et je pense que justement très rapidement ce qu'on a mis en place c'est vraiment des réunions de femmes entrepreneurs qui pouvaient justement venir échanger avec d'autres femmes, de pouvoir rapidement se bâtir ce réseau d'entraide. Donc on a vraiment facilité cet exercice-là très rapidement parce qu'elles avaient besoin de sentir qu'elles n'étaient pas seules dans cette expérience du COVID et tout. Donc ça a été des réunions, des rencontres justement pour les aider à passer à travers, de leur donner des outils, de l'accompagnement, des heures auprès de psychologues, justement pour passer cette période-là et pour permettre de développer cette résilience-là. Mais effectivement, les femmes sont beaucoup, beaucoup plus résilientes et on a aussi, on a facilité beaucoup l'information parce que l'information, parfois, c'était ça le nerf de la guerre en termes de comment aller se chercher du financement, comment comprendre tous ces programmes de prêts, de subventions qui arrivaient puis qui étaient quand même difficiles à bien comprendre. Donc, vraiment de faciliter, d'amener l'information, de faciliter, de leur transmettre toutes ces informations pour pouvoir mieux postuler à ces programmes-là. Donc, c'est ce qui a aidé un peu à passer à travers cette situation. Donc, ça a été un soutien, oui, psychologique, mais aussi un soutien au niveau de comment comprendre tous ces programmes-là pour pouvoir avoir la chance d'aller chercher les liquidités qui étaient nécessaires justement pour pouvoir passer à travers cette période d'instabilité au niveau financier surtout, là. Merci. Julie, de votre côté, vous êtes dans le milieu créatif et culturel. On sait que c'est un des secteurs qui a été largement touché par la crise économique. Donc, de votre côté, de votre point de vue, comment est-ce que vous avez passé la dernière année? Ça a été une année très exigeante en patience. Et oui, effectivement, en résilience. Je vous explique un petit peu la réalité, c'est que, bon, vous savez, les plateaux de tournage n'ont pas été arrêtés très longtemps pendant cette pandémie-là de manière officielle. Par contre, c'est pas parce qu'on a le droit de tourner que dans la nature de ce qu'on avait à tourner, on pouvait le faire. Nous, je vous dirais que dans presque, bon, pas 100%, mais dans la très grande majorité de ce qu'on fait, on tourne en communauté autochtone. Donc, il faut se déplacer souvent plusieurs heures pour avoir accès au lieu. Et donc, ces communautés autochtones-là ont, tout dépendamment de quelle est leur situation géographique, ont une distance à parcourir pour avoir accès à des soins médicaux qui sont de l'équivalent de traitements que tu peux avoir pour la COVID-19, par exemple. Là, il y a des services dans leur communauté qui les aident, il y a des centres de santé, mais il n'y a pas de respirateur. Donc, pour pouvoir avoir accès à un hôpital, quand on est isolé de 300 km de route, ben c'est certain que on ne pouvait pas rentrer, nous, pendant la pandémie, dans les communautés. Présentement, la réouverture se fait à géométrie variable. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Il y a plusieurs communautés qui ont mis en place des health boards, dans le fond, qui étaient là pour assurer la sécurité puis pour planifier l'éventuelle réouverture. Et quelles normes seraient mises en place par la communauté, en plus des demandes de la santé publique pour nous permettre de rentrer. Donc, je vous dirais que c'est un casse-tête assez important. Donc, je vous dirais qu'il y a 3 de nos projets dont les tournages ont été reportés d'1 an. Donc, c'est sûr que quand on est nous, on n'est pas un OBNL, on est une compagnie à but lucratif et puis notre financement donc vient directement des projets. Donc, c'est sûr qu'il a fallu être inventif et imaginatif pour essayer de se stabiliser comme nos tournages étaient complètement arrêtés. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, comme on a un projet qui a une portion d'animation, tout ça a continué, mais ça nous a quand même fait prendre du recul sur la réalité de ce qu'on faisait. Donc, on a investi énormément dans le développement et dans prendre un recul qu'on n'a jamais le temps de faire.
Donc, on a écrit un projet, on a fait des demandes de subventions pour des projets qui vont nous aider à passer à travers différents freins qui sont là à notre développement de compagnie, mais qui ne sont pas une production télévisuelle. Puis là, c'est le fun, on l'a eu, là, donc je ne peux pas en parler encore en détail, mais on l'a eu, donc ça va pouvoir nous aider en attendant que les choses reprennent là, à vitesse normale, de pouvoir se concentrer là-dessus, puis de travailler sur quelque chose qui va nous être bénéfique à long terme. Par contre, il y a une chose qui est importante, par contre, c'est que il faut quand même, on a continué de développer, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai fait une espèce de constat, puis ça m'a un peu peiné. Mais quand on va présenter un projet, on a essayé de présenter certains projets qui se passaient en ville, avec des Premières Nations, mais en ville. Puis, malheureusement, un projet en particulier n'a pas trouvé de gens intéressés parce que on se rend compte que c'est pas une image que les gens s'imaginent de ce que c'est être une Première Nation, un Métis ou un Inuit. Donc, ça nous a aussi fait faire avoir une réflexion parce que je me suis dit, pour qu'on puisse tourner, il faudrait se faire un projet juste en ville. Mais dans le fond, je suis pas sûre que les gens sont prêts à voir ça, des Autochtones juste en ville, même si dans la réalité géographique, là, on est quand même plus que 50% de la population autochtone qui vivent à l'extérieur des communautés. Donc, il faut aussi refaire les perceptions des partenaires avec qui on travaille. Puis c'est normal, c'est la réalité. Je pense que les différentes réalités autochtones sont encore vraiment méconnues au Canada. Il y a des gens qui connaissent plus, il y a des gens qui ont eu un plus grand niveau de proximité avec ces réalités-là, mais il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de sensibilisation aussi cette année à quels impacts avait la COVID dans les communautés. Donc, ça a été une année de conférences, d'échanges, de discussions et de patience pour se remettre à tourner parce que c'est certain qu'un producteur télé qui tourne moins, dans la nature de ce que c'est, ça devient un peu frustrant à certains moments, mais comme je disais, il faut s'armer de patience, il ne faut pas lâcher, puis il faut travailler sur des projets en parallèle, puis c'est ça qu'on a fait. Super. Merci. Bruno, de votre côté, comment vous avez vécu la dernière année? Alors de l'autre côté, évidemment, il y a eu un petit impact économique puisque certains de nos clients ont coupé des postes, donc ça a un peu impacté notre activité, mais d'un autre côté, finalement, le contexte n'a pas été si négatif que ça pour nous, parce que tout simplement, on travaille avec des gens pour qui le travail à la maison est une bonne chose, en fait. Parce que une réunion en présentiel, pour eux, c'est plutôt une source de stress et d'angoisse, alors qu'une réunion qui va être en visio, où il y a moins de stimulation sociale, etc., va être plus facile à gérer. D'autre part, ce sont aussi des gens qui sont capables de structurer leur journée et leur activité très très bien. Et on a même en fait certains de nos consultants qui ont fait des petites capsules vidéo qu'on peut voir sur notre site web, où ils donnent des conseils sur comment bien travailler, comment bien s'organiser la journée lorsqu'on travaille depuis la maison. Donc pour nous, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas eu de gros soucis pour nos consultants en tout cas, bien que bien sûr il y en a beaucoup qui aimeraient aller justement se frotter au monde social et au monde de l'entreprise normale en présentiel. Mais pour eux, c'est quand même de pouvoir continuer à travailler à distance va être quelque chose d'important. Et en plus, dans le domaine de la technologie, de toute façon, il y avait déjà cette tendance un peu à aller vers le travail à distance dans ce domaine-là parce que c'est plus facile à faire, les outils technologiques sont maîtrisés, etc. Donc je pense que même dans un avenir assez proche ou même à plus long terme, finalement, cette façon de travailler à distance et puis un petit peu en présentiel va être un peu plus la norme. Et pour nous, et pour nos consultants surtout, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Merci. J'aimerais ça revenir sur ce que Julie mentionnait parce que c'est sûr que la dernière année, ça nous a demandé de réfléchir énormément là, sur comment est-ce qu'on mène nos affaires. J'aimerais voir, peut-être pour prendre un pas de recul là, sur le monde des affaires, puis je pense que la discussion, elle est importante pour susciter la réflexion de tous. Est-ce que pour vous, la diversité, c'est un concept qui vous interpelle? Julie?
La diversité, je pense que c'est un mot qui est là pour définir quelque chose qui ne l'était pas avant, mais je pense qu'il faut faire excessivement attention et être très prudent pour une raison. Il ne faut pas que ça nous empêche de nommer les choses et les gens. Moi, je suis d'une Première Nation. Je suis de la nation Abénakise et donc, quand je me présente comme personne, je ne me présente pas comme quelqu'un qui fait partie de la diversité. Donc, c'est là où moi, je comprends que c'est un mot qui est sur toutes les lèvres, c'est une préoccupation que tout le monde a et c'est quelque chose qu'il faut avoir. Mais il faut quand même faire attention à ne pas que ça prenne la place sur nommer les choses comme elles doivent se nommer, parce que la diversité ne me définit pas, parce que la diversité, c'est ce qui est autre. Ben, ce qui est autre, ça fait référence à une base. Puis la base, c'est quoi? C'est ça, moi, qui est un peu mon malaise avec ce concept-là. Puis tout à l'heure, quand Bruno parlait, je me suis sentie très interpellée parce que les Autochtones, puis c'est la réalité dont je parle, puis c'est ça le projet de compagnie, donc c'est ça dont je vous parle comme exemple, mais il ne faut pas dire « intégrez-vous », il faut dire « tout le monde », c'est important que tout le monde fasse un pas pour qu'on se rencontre à mi-chemin puis qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Je pense que sans flexibilité, sans curiosité, sans diversité, sans ouverture, on n'y va pas, mais il faut que tout le monde accepte de changer ses paramètres de référence puis de ne pas être rigide dans des changements comme ça, parce que si on veut inclure une diversité, il ne faut pas que ça nous serve à cocher une case dans une grille d'évaluation. Il ne faut pas que ça soit ça. Il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut que ça change la base des choses. Et concrètement, comment on peut le faire? Ça, c'est mon plus grand souhait, c'est que c'est pas juste qu'on engage des gens de la diversité. Il faut que sur les CA, il y a des gens qui soient de la diversité, qui soient assis, mais il faut pouvoir les nommer, cette diversité-là. Parce que la diversité, elle est tellement diverse que c'est comme une grande catégorie, mais il faut faire attention à l'emploi de ce mot-là, je pense. Mais je pense que c'est excessivement, pour revenir directement dans ta question, je pense que c'est excessivement important de faire une place à ce qu'on connaît moins, et c'est excessivement important aussi d'accepter qu'on change certains processus pour pouvoir s'adapter à l'écosystème de la compagnie. Nous, on travaille sur plusieurs projets avec plusieurs nations autochtones et on a constamment à s'adapter parce que c'est pas la même manière avec laquelle, par exemple, les Inuits vont travailler qu'avec les Abénakis, qu'avec les Cris. Et ça, c'est normal. Il faut s'adapter tout dépendamment des équipes qu'on met en place. Et nous, même si le but ultime, c'est toujours d'avoir un nombre d'Autochtones qui est toujours plus grand d'un projet à l'autre sur nos plateaux, ben j'essaie toujours que ça soit à des postes décisionnels, que ça soit à des postes créatifs pour que ça change réellement, pas seulement l'intention, mais aussi le résultat, les voix qui sont entendues. Donc, je pense qu'il faut faire attention à comment on nomme les choses, mais je pense aussi qu'il faut faire un vrai effort d'inclusion. Sylvie, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle aussi? Oui, je dirais... Je commencerai avec Sylvie, puis ensuite Bruno, je pense à vous. Merci. Ben absolument, c'est un concept qui m'interpelle beaucoup, la diversité, l'inclusion. Je pense que ce que la COVID a vraiment fait cette année, c'est qu'elle a mis au grand jour, les inégalités en termes d'accessibilité, que ce soit au financement, à l'accompagnement. Ça a vraiment fragilisé l'entrepreneuriat de la diversité, puis je te dirais la diversité au sens large. Donc, ça peut être les femmes. Pour moi, je vois vraiment les autochtones là-dedans. Je vois les minorités visibles, je vois les immigrants. On voit qu'ils ont été vraiment impactés par cette crise-là. Et pourtant, ils font partie du paysage économique. Ils font vraiment partie. Et si on veut relancer une économie aujourd'hui, on ne peut pas les laisser en arrière. Il faut qu'ils fassent partie. Je pense qu'il y a cet effort de comprendre les enjeux de ces sous-groupes-là, parce que chaque groupe a ses propres enjeux, a ses propres besoins, même s'ils font partie de l'entrepreneuriat de la diversité. Mais les femmes ont leurs propres enjeux, les immigrantes. C'est ça. Il faut comprendre vraiment ces besoins-là pour que, au niveau de l'écosystème entrepreneurial et puis de toutes les organisations, qu'on puisse développer aussi de nouveaux services pour vraiment s'assurer que l'offre de services réponde vraiment aux besoins et aux enjeux. Donc, il faut, je pense, c'est une responsabilité en tant que société de pouvoir les amener à
à relancer, parce que la diversité, je pense, au Québec, c'est vraiment une richesse. C'est vraiment une richesse et c'est aussi notre force. Alors, si dans un environnement aujourd'hui qui s'internationalise de plus en plus, on a entendu le commentaire de Pape, c'est vraiment, il faut profiter, il faut exploiter ce potentiel entrepreneurial qui aujourd'hui ne l'est pas. Donc, moi, je pense que en les intégrant puis en comprenant, je pense qu'on va tous ressortir collectivement gagnants. Alors oui, c'est un enjeu, mais il faut que tout le monde mette la roue à ce qu'on puisse les relancer puis s'assurer qu'ils fassent partie du développement économique. Bruno? Oui, je dirais tout à fait dans le sens de Julie et Sylvie, de comprendre, d'accepter le concept de diversité. En fait, ça mène à quoi? Ça mène à comprendre le concept d'inclusion et de société inclusive. C'est-à-dire que de comprendre qu'effectivement, il y a une diversité qui est là, qui est présente, et ça fait, comme disait Julie, ça fait comprendre aussi qu'il faut que la société elle soit inclusive. C'est-à-dire que c'est à la société, en prenant conscience qu'il y a des gens divers, de tous horizons, etc., que ce soit la neurodiversité ou autre chose, il faut l'accepter, cette diversité, et il faut l'inclure. Et donc, c'est hyper important que des entreprises comme celles qu'on représente aujourd'hui ou d'autres, parce que des grandes entreprises commencent à, effectivement, il y a une mouvance vers l'inclusion de la diversité dans toutes les entreprises maintenant, y compris dans les grandes entreprises. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce concept qui soit accepté et qu'il y ait cette dimension d'inclusion qui soit de plus en plus prise en compte, que ce soit au niveau des ressources humaines, mais aussi, comme disait Pape, au niveau de la direction de ces grandes entreprises. Et c'est eux qui peuvent donner cette impulsion pour que l'entreprise devienne plus inclusive. Et ça pour inclure toute forme de diversité. Je ne parle pas juste pour les formes de neurodiversité que je pourrais représenter, mais comme disaient Julie et Sylvie, il y en a plein des diversités. Et toutes ces diversités, c'est autant de formes d'inclusion et autant de formes d'adaptation de la société à ces formes de diversité variées, finalement. Merci. En fait, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions avec vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs aujourd'hui, de mettre en lumière certains visages de la diversité. Il y a encore un bon bout de chemin qui est à faire, mais je vais quand même vous laisser chacun à tour de rôle un mot de la fin. Donc, Julie, je débuterai avec toi. Je veux dire un grand Oléoné qui veut dire merci en Abénaki pour l'invitation. C'est quelque chose qui était bien important pour moi de pouvoir participer à cette discussion-là. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets dont on discute trop rarement dans des tables, dans des panels comme ça. Puis je trouve qu'il y a un engouement pour ça présentement. Fait que c'est super de nous avoir invités. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on cherche toujours à faire de la télé sensible, de la télé qui va réussir à toucher le cœur des gens. Donc, la manière avec laquelle je m'entoure, c'est quelque chose d'excessivement important. Quand on parlait de valeurs au début, là, c'est quelque chose qui est important quand on choisit les gens avec qui on travaille. On les choisit parce que ce sont des gens de cœur. Quand on est à la tête d'une entreprise comme ça, il faut être courageux. Il faut avoir beaucoup de niveaux de courage, à beaucoup de niveaux. Il faut être patient, puis il faut accepter de se faire aider aussi parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que moi, je suis très contente d'avoir cofondé Casseway parce que, comme je disais tout à l'heure, ça me permet de vivre un peu ma culture au quotidien, mais au-delà de ça, ça me permet de rendre hommage puis de valoriser des valeurs autochtones qui sont importantes à travers nos productions. Tu sais, le respect, l'honneur, l'ouverture, l'échange, ce sont des choses qui priment là, pour plusieurs nations autochtones, puis ce sont des valeurs qui m'habitent et qui m'habitent bien au-delà de mon travail de productrice et de présidente de compagnie. Donc, ça me permet de les mettre en valeur, puis de les utiliser dans mon quotidien avec mes équipes, puis avec les intervenants, puis avec les diffuseurs avec lesquels on travaille. Puis pour ça, je suis très contente parce que dans le fond, j'ai l'impression que la seule manière de pouvoir ensemble regarder une nouvelle perspective, puis d'entamer une nouvelle réconciliation, c'est que ces valeurs-là soient partagées aussi par toute cette société-là. Donc, je suis très contente d'avoir participé, puis je voulais vous dire Léonie. Merci. Bruno, un mot de la fin aussi?
Oui, rapidement, en fait, pour dire merci, effectivement, déjà de nous avoir invités à ce panel. On était très contents de pouvoir participer. Et puis dire, oui, on a deux cordes à notre arc, effectivement, qui sont deux choses qu'on doit faire en parallèle. C'est à la fois du recrutement, donc dire à toutes les personnes autistes qui pourraient nous écouter, n'hésitez pas à nous contacter. On veut vous faire travailler, on veut vous aider à trouver un emploi, etc. Et puis dire aussi aux entrepreneurs, puisque c'est eux qui nous écoutent aujourd'hui, on a à disposition une main-d'œuvre très qualifiée qui peut vous aider à gérer la pénurie de main-d'œuvre qu'on peut avoir en ce moment au niveau des technologies, des gens qui sont très capables. Donc, oui, vous pouvez nous aider. Je dirais pas nous aider, mais en fait, plutôt être partenaire, collaborer avec nous pour qu'on puisse continuer à se développer et puis offrir à toutes ces personnes autistes l'opportunité de s'inclure dans la société, de montrer que leur façon de penser un petit peu out of the box, elle sert à tout le monde. C'est une vraie plus-value pour toutes les entreprises. Donc oui, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour les personnes autistes surtout. Merci, c'est bien noté. Sylvie, le vrai mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup pour j'étais vraiment très heureuse de participer à cette conversation. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une ère importante de changement au niveau de la société. C'est un gros changement et on parle aujourd'hui d'impact social, on parle impact environnemental, on parle de diversité, on parle d'inclusion. C'est des grands mots. C'est des grands mots et vraiment, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. On est en train de bâtir quelque chose certainement pour la prochaine génération. Et je pense que les entrepreneurs ont un rôle important à jouer parce que c'est eux qui innovent, c'est eux qui créent, c'est eux qui changent le monde aussi. Mais je pense que nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème, on a aussi un rôle à les soutenir. Alors, donc, je pense qu'on est tous des acteurs de changement et on peut tous y contribuer. Alors, voilà. Donc, comme dit Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà. Et merci beaucoup, chers panélistes. Donc, c'était vraiment super de vous avoir. Ça a été très inspirant puis surtout très riche comme discussion. Donc, ça termine notre activité représentativité et inclusion, le nouveau visage. En fait, je dirais maintenant les nouveaux visages de la relance économique. On a réfléchi à la diversité. C'est une force de notre écosystème et il faut absolument qu'elle soit mise à contribution, non seulement dans la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre de notre relance économique. Donc, merci à vous, bon événement et merci. Merci à vous. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants.